Mon frère jaloux a dit au procès, prépare-toi à être humilié publiquement. Mes parents ont ri d'un air suffisant, puis ont dit, je veux voir l'expression sur ton visage quand tu échoueras. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que le juge pose une question qui a laissé mon frère figé, a effacé les sourires des visages de mes parents et a fait trembler leur avocat quand un secret à mon sujet a été révélé. Mon jeune frère jaloux m'a regardé droit dans les yeux au milieu de la salle d'audience et a dit, prépare-toi à être humilié devant tout le monde. Mes parents ont souri avec une pure satisfaction et ont ajouté, nous voulons voir l'expression sur ton visage quand tu échoueras. Je suis restée assise là, en silence complet, au milieu du tribunal de commerce de Paris bondé, pendant que des journalistes locaux griffonnaient furieusement et que les flashs des appareils photo crépitaient. La tension était si épaisse qu'il était difficile de respirer, jusqu'à ce que le juge fasse une pause, lève les yeux et pose une unique question qui a rendu mon frère complètement silencieux. Les sourires de mes parents ont disparu en un instant, et leur avocat s'est mis à trembler alors qu'un secret à mon sujet était enfin révélé. Moi, Camille Dubois, 35 ans, j'étais assise à la table de la défense lors de cette audience très publique au cœur de Paris, mes mains stables sur la surface froide du bois malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Ce n'était pas une simple affaire de faillite. C'était un spectacle que ma famille avait orchestré pour détruire ma réputation devant la capitale entière. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire de trahison et de justice. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Êtes-vous dans votre voiture pendant votre trajet, au bureau en pause, ou en train de vous détendre à la maison? Mettez-le dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions nous connecter et partager ces histoires ensemble. Et si vous êtes déjà accro, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Cela aide vraiment ces drames de la vie réelle à atteindre plus de gens comme vous. Continuons. J'ai croisé le regard de Tristan au moment où ces mots ont quitté sa bouche, sentant les murmures se propager dans la salle d'audience bondée comme une vague. De l'autre côté de l'allée, ma famille était assise à la table des plaignants, offrant sa meilleure performance. Mon père, Frédéric Durand, se tenait avec cette posture rigide qu'il adoptait toujours lors des réunions d'affaires, son visage figé dans une expression de déception tranquille qui aurait pu gagner des prix. À côté de lui, ma mère, Alice Durand, tamponnait ses yeux avec un mouchoir dans des mouvements lents et délibérés, comme si chaque larme était soigneusement chronométrée pour un effet maximal. Et Tristan, mon jeune frère, se penchait juste assez pour projeter de la confiance, ce même pli suffisant au coin de sa bouche, disant à tout le monde dans la pièce qu'il avait déjà gagné. La galerie était pleine. Des journalistes locaux du Figaro et de quelques journaux économiques remplissaient les rangées du fond, leurs stylos bougeant rapidement. Quelques visages familiers du cercle social de Neuilly-sur-Seine étaient assis, dispersés parmi des inconnus, tous attirés par le spectacle d'une famille immobilière de premier plan étalant son linge sale en public au tribunal de commerce. L'air vibrait d'anticipation, le genre qui se produit quand les gens sentent le parfum du scandale impliquant de l'argent et des liens de sang. Mon avocate, Valérie Henry, était assise calmement à côté de moi, arrangeant quelques dossiers sur notre table. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Son tailleur sombre était impeccable, son expression concentrée, comme si elle avait déjà vu ce genre de spectacle et savait exactement comment le gérer. L'huissier audiencier a appelé la salle à l'ordre alors que le juge Alain Bernard entrait et prenait place. Il était à la fin de la soixantaine, avec un visage pragmatique qui suggérait qu'il avait peu de patience pour le drame. Le rôle était chargé, et une affaire de faillite familiale contestée impliquant l'un des noms bien connus de l'immobilier parisien n'était probablement pas la façon dont il voulait passer sa matinée. Une fois que nous fûmes assis, Grégoire Martel, leur avocat le genre qui facturait le prix fort pour faire disparaître les problèmes de clients fortunés se leva. Il boutonna sa veste d'un geste expert et s'adressa au juge d'une voix profonde et portante. « Votre honneur, commença-t-il. Ceci est une affaire familiale déchirante. Mon client, Tristan Durand, a accordé un prêt personnel de 2,8 millions d'euros à sa sœur, la débitrice Camille Dubois, dans le but de sauver son entreprise, le groupe Horizon Prestige, d'un effondrement imminent. Cet argent était destiné à couvrir des coûts de développement critiques et à empêcher la perte de projets en cours. Il fit une pause pour l'effet, laissant le chiffre s'imprégner. 2,8 millions d'euros. Pour la plupart des gens dans la salle, cela ressemblait à une fortune. Pour ma famille, ce n'était qu'un outil de plus. Grégoire Martel continua, arpentant lentement. L'accord était simple. Les fonds devaient stabiliser l'entreprise, qui se spécialise dans les appartements de luxe en copropriété et les développements commerciaux.
Mais les preuves montreront que la débitrice a détourné ses ressources vers des entreprises à haut risque, s'endettant excessivement pour des acquisitions de terrains spéculatifs et des équipements de luxe que le marché ne pouvait pas soutenir. Le groupe Horizon Prestige est maintenant profondément insolvable, avec des entrepreneurs impayés, des projets à l'arrêt, et aucune voie de reprise réaliste. Un faible murmure se propagea dans la galerie. Les journalistes griffonnaient plus vite. Je sentais le poids de chaque regard sur ma nuque. En surface, Horizon Prestige avait connu des difficultés, des permis retardés, des coûts de matériaux en hausse, quelques accords qui avaient échoué dans un marché en ralentissement. Mais nous avions aussi eu des succès, 2 tours d'appartements de luxe achevés dans le Triangle d'Or qui étaient entièrement vendus, générant des revenus solides, et plusieurs projets à usage mixte en préparation avec des investisseurs engagés. Ce n'était pas le navire en perdition qu'il décrivait. Ma mère laissa échapper un soupir doux et parfaitement synchronisé. Mon père posa une main sur son bras, l'image même du deuil et du soutien. Tristan gardait les yeux sur moi, ce regard confiant ne faiblissant jamais. Grégoire Martel conclut son discours d'ouverture. Nous demandons à la Cour de reconnaître la validité de cette dette, de lever le voile social si nécessaire, et d'accorder une réparation au créancier qui a agi par loyauté familiale, pour se retrouver avec des pertes substantielles. La salle devint silencieuse, lourde de jugement. Des titres se formaient déjà dans l'esprit de ces journalistes, l'héritière Durand dilapide l'investissement de son frère dans un empire immobilier en déroute. Le juge Bernard ajusta ses lunettes et se tourna vers notre table. Maître Henry, la défense souhaite-t-elle faire une déclaration liminaire? Valérie se leva sans fioriture, sa voix claire et ferme, tranchant l'air lourd. Brièvement, votre honneur. Le récit présenté est émotionnellement convaincant et mentionne une somme très importante, mais il lui manque un élément essentiel, l'exactitude. Elle n'arpentait pas la salle et ne gesticulait pas de manière dramatique. Elle se tenait simplement là, calme et directe. Nous démontrerons qu'aucun prêt de ce type n'a jamais eu lieu, que le groupe Horizon Prestige est loin d'être l'entité en faillite décrite, avec des développements actifs générant des revenus et des partenariats sécurisés, et que cette requête ne vise pas à recouvrer une dette. Elle vise quelque chose de bien moins noble. Elle se rassit. Les murmures reprirent, plus forts cette fois. Quelques journalistes échangèrent des regards. La posture de mon père se raidit d'une fraction. Le pli confiant de Tristan vacilla pour la première fois, remplacé par un rapide coup d'œil vers Grégoire Martel. Le juge parcourut le dossier devant lui, son expression neutre mais attentive. Le vrai combat n'avait même pas encore commencé, mais la salle semblait déjà différente, comme si le scénario que ma famille avait écrit était sur le point de connaître son premier rebondissement inattendu. Pour comprendre pourquoi Tristan était assez jaloux pour m'entraîner dans cette bataille judiciaire publique, il fallait remonter à ces dîners de famille dans notre hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, le genre où l'air sentait l'argenterie polie et la viande rôtie, mais où la conversation avait toujours un ton plus acéré. Nous avons grandi dans l'une de ces grandes demeures sur des rues calmes bordées de vieux chênes, où le succès se mesurait à la manière dont on maintenait le nom de la famille dans les cercles immobiliers parisiens. Mon père dirigeait la division des propriétés commerciales du groupe Durand, gérant de grands baux de bureaux et des centres commerciaux pour de l'argent de vieille souche. C'était un travail stable, prévisible, serrer des mains au club, conclure des affaires sur le terrain de golf, maintenir la croissance du portefeuille sans trop de risques. Tristan s'intégrait parfaitement dans ce monde dès son plus jeune âge. Il avait le charme, le sourire facile, la capacité de se souvenir des noms et de faire en sorte que les gens se sentent importants. Tout le monde supposait qu'il prendrait la relève un jour, l'héritier naturel, perpétuant l'héritage. J'étais différente. Pendant que Tristan faisait du réseautage avec les partenaires de papa, j'étudiais les tendances du marché, les rapports de développement urbain et les magazines de design de luxe. Je voyais des opportunités dans les projets résidentiels haut de gamme, les appartements en copropriété avec des équipements sur le toit, et les immeubles à usage mixte qui mélangeaient vie et commerce de manière que la vieille garde n'avait pas encore adopté. Pour moi, ce n'était pas un pari. C'était l'avenir de Paris alors que la métropole continuait de croître. Un dimanche soir me revient clairement en mémoire. Nous étions à la longue table de la salle à manger, les verres en cristal captant la lumière du lustre. J'avais préparé une simple présentation sur mon ordinateur portable, des projections pour une tour d'appartement de luxe dans le Triangle d'Or, ciblant les jeunes professionnels s'installant dans la capitale. J'ai parlé de l'intérêt pour les préventes, des délais de construction et des rendements potentiels qui dépassaient les baux commerciaux traditionnels. Quand j'ai terminé, le silence s'est étiré juste assez longtemps pour être inconfortable.
Mon père posa sa fourchette et me regarda avec ce mélange familier d'amusement et de dédain. Camille, cela ressemble à un jeu dangereux, pas à une affaire pour une jeune femme de notre famille. Reste sur quelque chose de stable. Nous gérons des propriétés. Nous ne courons pas après des développements à la mode qui pourraient s'effondrer à la prochaine baisse du marché. Ma mère hocha la tête, ajustant son collier. Exactement. C'est déjà assez risqué sans ajouter tous ces équipements sophistiqués. Et si les acheteurs ne se présentent pas? Tristan se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Ouais, serette. Ça ressemble plus à jouer à la promotrice qu'à construire quelque chose de solide. Laisse les vraies affaires aux gens qui connaissent le marché. Leurs mots ont atterri comme ils le faisaient toujours, désinvoltes, improvisés, mais profondément blessants. Ce n'était pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière. Ils voyaient mes idées comme futiles, quelque chose dans lequel une fille pourrait s'essayer avant de s'installer dans un rôle plus approprié, peut-être en aidant à des événements caritatifs ou en soutenant l'ascension éventuelle de Tristan. Mais à ce moment-là, alors que la critique flottait dans l'air, j'ai senti une légère pression sur ma main sous la table. Ma grand-mère, Éléonore, la mère de mon père, qui vivait dans une plus petite maison dans la même rue, avait écouté tranquillement comme d'habitude. Elle ne parlait pas beaucoup lors de ses dîners, mais rien n'échappait à ses yeux. Elle se pencha près de moi et murmura juste assez fort pour que je l'entende, « Ne les laisse pas éteindre ta flamme, ma chérie. Tu as la vision qui leur manque. » Ces petits encouragements de grand-mère Éléonore étaient rares mais puissants. Elle avait vu l'entreprise changer au fil des décennies et croyait en l'adaptation, même si son fils n'y croyait pas. Son soutien silencieux m'a permis de continuer quand le reste de la table me faisait sentir comme une étrangère dans ma propre maison. À la fin de cette année-là, le schéma était clair. Chaque fois que je proposais un nouveau concept des caractéristiques durables pour les acheteurs modernes, des partenariats avec des architectes repoussant les limites, la réponse était la même, des sourires polis, cachant le doute, des suggestions pour que j'envisage un poste dans le marketing ou l'administration de l'entreprise familiale. Au lieu de cela, j'ai arrêté de partager. Le rejet n'était pas de bruyantes disputes. C'était une érosion constante, le genre qui vous use avec le temps. Tristan s'épanouissait dans leur approbation, s'en imprégnant comme si c'était son droit de naissance. J'ai réalisé que si je voulais construire quelque chose de réel, je devais le faire sans leur soutien ni leur ingérence. Alors, je suis parti. J'ai fait mes valises un week-end alors que tout le monde était à un gala de charité, j'ai loué un minuscule bureau près de la bourse et j'ai lancé le groupe Horizon Prestige avec mes économies et un petit prêt aux entreprises. Pas d'argent familial, pas de filet de sécurité. Juste moi, un bureau et la conviction que Paris était prête pour le genre de développement de luxe que j'envisageais. Ces premiers jours consistaient à prouver que je pouvais me débrouiller seul. Ce soir-là, tard, alors que je passais en revue les derniers plans de réaménagement à mon bureau, mon téléphone a vibré avec une notification par courriel du serveur du tribunal. L'objet du message m'a glacé le sang, requête en liquidation judiciaire déposée. Groupe Horizon Prestige, débitrice Camille Dubois. J'ai ouvert la pièce jointe et l'ai lue avec incrédulité. Tristan avait engagé la procédure, alléguant un prêt personnel de 2,8 millions d'euros qu'il avait fourni pour sauver l'entreprise de l'effondrement. Le document détaillait comment les fonds étaient destinés à des coûts de projet essentiels, mais que je les aurais mal gérés en les investissant dans des entreprises à haut risque, laissant Horizon Prestige insolvable avec des dettes croissantes et des développements à l'arrêt. Les affirmations déformaient des faits que je connaissais intimement. Ils exagéraient les factures impayées en incluant des dépenses projetées comme des passifs immédiats. Ils ignoraient les ventes conclues des tours achevés qui avaient rapporté des millions au cours des derniers trimestres. C'était une image de l'échec soigneusement élaborée, conçue pour forcer une intervention judiciaire avant que je puisse répondre. J'ai immédiatement transféré le dossier à Valérie Henry. Elle a répondu en quelques minutes, « Nous devons nous voir demain matin. Apportez tous les résumés financiers que vous avez. » Le lendemain, je suis arrivé tôt à son cabinet, la requête imprimée et annotée dans mon dossier. La salle de conférence de Valérie donnait sur les toits de Paris, mais la vue n'a rien fait pour calmer le nœud dans mon estomac. Nous avons étalé les documents sur la table, relevés bancaires, rapports d'investisseurs, bilans audités, grand livre de projet. Elle a examiné la requête méthodiquement, son stylo marquant les incohérences. La date présumée du prêt tombe pendant votre meilleure position de trésorerie issue des ventes du Triangle d'Or. Aucune entrée de fonds ne correspond au montant. Et l'accord joint?
Il manque des clauses standards de garantie ou de cumul d'intérêts. Pour 2,8 millions d'euros entre frères et sœurs, c'est suspicieusement vague. Nous avons creusé plus profondément. La requête citait des litiges spécifiques avec des fournisseurs et des retards de permis qui n'étaient pas de notoriété publique, des chiffres tirés directement des prévisions internes que je n'avais partagées qu'avec le personnel de direction. Ce niveau de détail ne vient pas de recherches extérieures, a noté Valérie. Quelqu'un ayant accès les aide. Benoît Roland m'est revenu à l'esprit. Il avait été impliqué dans la coordination de ces prévisions exactes pour les présentations au conseil d'administration. Ces questions récentes sur les fonds de prévoyance semblaient maintenant moins innocentes. Nous avons élaboré la stratégie de défense étape par étape. Premièrement, compiler une preuve complète de solvabilité, bilans actuels montrant des réserves saines, des flux de revenus provenant de préventes actives et des lettres de financement engagées de partenaires. Deuxièmement, exiger la communication de leurs pièces, assigner les comptes personnels et professionnels de Tristan pour toute trace du transfert. Valérie a esquissé les délais. Nous déposons une requête en irrecevabilité rapidement, en soulignant l'absence de dette vérifiable. Joindre des résumés d'analyse financière montrant aucune transaction correspondante. S'ils ne peuvent pas produire de preuve du prêt, l'affaire s'effondre. Nous avons discuté des risques. Une procédure prolongée pourrait effrayer les investisseurs, retarder les permis et nuire aux relations avec les entrepreneurs, mais se précipiter pour un règlement validerait leur récit. Nous nous battons, proprement et durement, a dit Valérie. Exposez les lacunes. Forcez-les à prouver ce qu'ils prétendent. Dans l'après-midi, nous avions un plan clair, recueillir des déclarations sous serment de partenaires clés confirmant l'absence d'implication familiale dans le financement, préparer des rapports d'experts détaillant les flux de trésorerie, et examiner chaque communication pour tout ce qui pourrait être déformé. En rentrant, la suspicion d'une aide interne s'est renforcée. La précision de la requête semblait trop ciblée. Comment Tristan aurait-il pu connaître des chiffres exacts provenant de brouillons non encore finalisés? Les questions persistaient alors que je me garais dans le garage du bureau. Les réponses viendraient, mais d'abord, nous devions construire un bouclier indestructible. Le vrai travail ne faisait que commencer. Les jours suivants se sont déroulés sous une pression temporelle constante et des réunions à huis clos chez Horizon Prestige. J'ai gardé ma routine aussi normale que possible en surface, arrivant tôt, menant les réunions quotidiennes, examinant les photos de chantier des entrepreneurs. Mais à l'intérieur, j'observais tout le monde avec une nouvelle intensité. Le bureau avait toujours été comme une deuxième maison, un endroit où l'équipe partageait le café et célébrait les étapes importantes. Maintenant, il portait une tension silencieuse. Les gens levaient les yeux quand je passais. Les conversations s'interrompaient juste une fraction de seconde de trop. Les rumeurs de procès s'étaient répandues, et personne ne savait vraiment quoi dire. Benoît était assis à sa place habituelle près de la fenêtre, gérant les échéanciers sur ses deux moniteurs. Il avait été fiable dès le premier jour, toujours le premier à se porter volontaire pour des rapports supplémentaires, rapide à trouver des solutions lorsque des retards survenaient. C'est pourquoi les petits changements ont attiré mon attention. Il a commencé à poser plus de questions sur les fonds de réserve pour la phase de réaménagement et des choses dont il n'aurait normalement pas besoin pour son rôle. Il imprimait plus de documents que d'habitude, les emmenant seul à la photocopieuse. J'ai commencé à suivre discrètement, des copies sauvegardées des courriels qu'il envoyait pour demander des projections de trésorerie détaillées, des eurodatages notés lorsqu'il accédait à des lecteurs partagés tard le soir. Le parajuriste de Valérie a aidé à extraire des journaux anonymes montrant une activité inhabituelle sur les fichiers liés à l'appel d'offres du partenariat avec la ville. Le poids s'est fait plus lourd chaque jour. Les fournisseurs appelaient pour vérifier l'état des paiements, inquiets des rumeurs du secteur. Les partenaires envoyaient des courriels pour des mises à jour sur la stabilité. Je répondais avec des assurances calmes tandis que mon esprit parcourait les pires scénarios. Le sommeil est devenu fragmenté, les pensées tournant autour du qui et du pourquoi. Pour confirmer sans me dévoiler, j'ai introduit un détail plausible mais faux lors d'un appel avec la direction. J'ai mentionné la préparation de documents de prévoyance pour les actifs de réaménagement, y compris un stockage hors site dans une nouvelle installation que nous avions sécurisée à Nice. Cela ressemblait à une gestion des risques standard. Rien d'alarmant, juste une planification prudente à la lumière du bruit juridique. Le groupe l'a accepté sans opposition. Des notes ont été prises. Le sujet est passé aux mises à jour des permis. 48 heures plus tard, Valérie a appelé.
Ils viennent de déposer une requête d'urgence pour la protection des actifs. Lisez le paragraphe 7. J'ai ouvert la pièce jointe. C'était là, une demande pour empêcher le retrait ou le transfert de matériaux de projets critiques vers elle, installation à Nice, en attendant l'examen du tribunal. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Cette phrase exacte était sortie de ma bouche lors de l'appel. Aucun dossier public ne mentionnait Nice. Seules les personnes présentes à cet appel le savaient. Valérie et moi l'avons examiné immédiatement. Le timing le confirme, a-t-elle dit. Ils ont agi trop vite pour que ce soit autre chose qu'une information directe. Nous avons monté le dossier avec soin. Nous avons conservé l'enregistrement de l'appel avec les horodatages, collecté les listes de distribution montrant qui avait reçu le résumé de suivi, extrait les métadonnées sur les consultations de fichiers correspondant au langage de la requête, et recueilli des déclarations d'autres participants confirmant qu'ils n'en avaient pas discuté à l'extérieur. La tension au bureau s'est épaissie. Les membres de l'équipe ont senti l'examen supplémentaire dans mes questions, l'armoire verrouillée que j'ai commencé à utiliser. Je détestais la méfiance que cela engendrait, mais protéger des années de travail importait plus. Le comportement de Benoît a encore changé. Il arrivait plus tôt, partait plus tard, et évitait le contact visuel lors des points de contrôle. Une fois, je l'ai surpris en train de fermer rapidement un onglet de navigateur alors que j'approchais. En milieu de semaine, l'ensemble des preuves était indéniable. Corrélation directe entre l'accès interne et leur dépôt. La référence à Nice était le point culminant. Aucune coïncidence ne pouvait l'expliquer. Nous avons tout organisé en pièces à conviction, journaux, courriels, comparaison de requêtes, déclarations sous serment. Valérie a préparé des dépôts supplémentaires pour introduire le schéma sans montrer toutes nos cartes tout de suite. L'audience approchait, la pression culminait, mais pour la première fois, la preuve semblait solide entre mes mains. Les pièces s'étaient mises en place. Le matin de l'audience, le soleil parisien tapait fort alors que j'entrais dans le tribunal de commerce bondé. La galerie était plus remplie que je ne l'avais prévu. Des journalistes économiques locaux occupaient plusieurs rangées, leurs carnets prêts. Des collègues de la communauté immobilière étaient assis, dispersés parmi des spectateurs curieux. Les flashs des appareils photo avaient été arrêtés à la sécurité, mais les téléphones étaient sortis, capturant la scène pour les médias sociaux. Valérie marchait à mes côtés, sa mallette organisée avec nos pièces à conviction. Nous avons pris nos places à la table de la défense. De l'autre côté de l'allée, ma famille était assise, calme. Mon père, Frédéric, maintenait sa posture droite habituelle, le visage impassible. Ma mère, Alice, tenait un mouchoir, ses yeux déjà brillants. Tristan se penchait légèrement en arrière, les bras croisés, cet air de certitude familier à son sujet. Grégoire Martel se leva dès que le juge permit aux déclarations liminaires de se conclure. Il récapitula la requête en douceur, insistant sur le prêt présumé de 2,8 millions d'euros et la prétendue détresse financière d'Horizon Prestige. Il a dépeint un tableau de mauvaise gestion, de projets à l'arrêt et de créanciers en danger, demandant une réparation immédiate pour protéger la dette revendiquée. La salle écoutait attentivement. Quelques têtes hochèrent dans la galerie. L'expression de mon père resta stoïque, mais j'ai remarqué le léger resserrement de sa mâchoire. Valérie est restée assise pour l'instant, attendant notre tour. Le juge écouta sans interruption, feuilletant occasionnellement les documents prédéposés. Quand Grégoire Martel eut fini et se fut assis, le juge Alain Bernard se pencha en avant, retirant lentement ses lunettes de lecture. Il parcourut une page du classeur devant lui, le front plissé comme s'il confirmait quelque chose qu'il avait remarqué plus tôt. « Maître, dit-il, sa voix calme mais portant l'autorité à travers le microphone. Avant de passer à la défense, j'ai une question basée sur les soumissions déjà au dossier. » La salle devint complètement silencieuse. Grégoire Martel se leva à moitié, dans l'attente. Le juge s'adressa directement à moi. « Madame Dubois, le groupe Horizon Prestige est-il actuellement le promoteur principal dans un partenariat public-privé avec la région Île-de-France pour le réaménagement des anciens quais de Seine? Un accord évalué à plus de 90 millions d'euros sur 5 ans. » La question a atterri comme un coup de tonnerre. Des murmures éclatèrent immédiatement. Les journalistes tapaient furieusement. La posture de mon père se raidit visiblement. Les bras de Tristan se décroisèrent, son visage perdant sa couleur. Je me suis levé, gardant ma voix stable. « Oui, votre honneur. »
Nous avons remporté le contrat il y a 6 mois après un processus d'appel d'offres concurrentiel. Le financement de la première phase est déjà en place, et la construction doit commencer le trimestre prochain. Le juge hocha la tête, se tournant vers Grégoire Martel. Monsieur Martel, votre requête décrit l'entreprise de la débitrice comme insolvable et sans projet viable. Pourtant, les pièces prédéposées incluent des avis publics de ce partenariat majeur. Comment conciliez-vous la demande de prise de contrôle d'une entreprise activement engagée dans un développement soutenu par la région de cette envergure? Grégoire Martel se leva, son sang-froid se fissurant pour la première fois. Votre honneur, nos informations indiquent que le projet est en danger en raison de l'instabilité financière de la débitrice. Le juge l'interrompit, doucement mais fermement. Une instabilité prouvée par un prêt que votre client ne peut documenter avec aucun relevé de transfert? Valérie se leva. Alors, votre honneur, si je peux répondre à la préoccupation de la cour. Le juge lui fit signe d'avancer. Elle présenta calmement nos pièces préparées. D'abord, le schéma d'accès non autorisé, des journaux montrant des fichiers internes consultés de manière irrégulière, en corrélation exacte avec les détails de leur dépôt. Ensuite, la référence à Nice, des diapositives côte à côte de notre note de prévoyance interne par rapport au langage de leur requête d'urgence. Cette information n'a été partagée que lors d'un appel de direction restreint. Son apparition dans le dépôt du plaignant prouve une divulgation non autorisée depuis l'intérieur d'Horizon Prestige. Des exclamations de surprise parcoururent la galerie. Le visage de Tristan devint pâle. Ma mère tamponnait plus vite ses yeux, mais les larmes semblaient différentes maintenant. L'expression du juge se durcit alors que Valérie continuait. Indépendamment de la fuite, nos résumés financiers montraient des réserves solides, des revenus de vente achevés et des flux de financement sécurisés. Le prêt allégué n'avait aucune transaction correspondante dans aucun compte. Mais la plus grande révélation est venue lorsque Valérie a présenté une analyse financière des propres avoirs de la famille. Votre honneur, le moment de cette requête coïncide avec des déficits importants dans le portefeuille commercial du groupe Durand et des pertes dues à un projet de centre commercial surendetté qui a mal tourné l'année dernière. La tête de mon père se releva brusquement. La salle devint complètement silencieuse. Valérie a exposé les chiffres de manière neutre, des dossiers publics et des résumés obtenus par assignation montrant le trou que mon père avait tenté de combler discrètement. La demande de liquidation n'était pas seulement une question de contrôle. C'était une tentative de rejeter la faute, de faire d'Horizon Prestige le bouc émissaire pour des fonds qui avaient disparu ailleurs. Dans la rangée du fond, grand-mère Éléonore était assise, les mains jointes fermement sur ses genoux, ses yeux remplis alors qu'elle regardait, la fierté et la tristesse se mélangeant sur son visage. Elle avait vu les défauts de la famille de près pendant des décennies, mais me voir leur tenir tête apportait une force tranquille à son expression. Le juge a écouté sans interruption, son visage devenant plus sérieux à chaque diapositive. Quand Valérie eut terminé, il s'adressa directement à Grégoire Martel. Maître, ce tribunal n'apprécie pas d'être utilisé comme un outil dans des manœuvres personnelles ou financières, surtout lorsque cela risque de perturber un projet public majeur. Grégoire Martel a essayé de répondre, mais sa voix manquait de conviction. Tristan fixait la table, les poings serrés. Mon père parut soudain plus âgé, le masque confiant glissant. L'atmosphère avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme leur spectacle se dénouait, fil par fil. Le juge posa soigneusement les pièces à conviction. Le vrai règlement de compte était sur le point de commencer. Quand le juge a abattu son marteau pour le jugement final, toute la salle d'audience est tombée dans un silence de mort. Le juge Alain Bernard a parlé avec une autorité mesurée. Ce tribunal estime que la requête en liquidation judiciaire a été déposée de mauvaise foi, étayée par des affirmations non fondées et des preuves de conduite inappropriée. La requête est rejetée avec préjudice, ce qui signifie qu'aucune nouvelle demande de ces allégations ne sera jamais autorisée. Un soupir collectif a parcouru la galerie. Les journalistes ont cessé de taper un instant, absorbant le poids de la décision. Le juge a continué, de plus, étant donné les graves problèmes soulevés concernant l'authenticité des documents, l'accès non autorisé à des informations exclusives et l'ingérence potentielle dans un contrat de développement public majeur, le greffier est chargé de transmettre l'intégralité du dossier, y compris toutes les pièces à conviction et les transcriptions, à la brigade financière pour examen de possibles violations de fraude et d'espionnage industriel. Le visage de mon père a perdu toute couleur. Tristan a agrippé le bord de la table, les jointures blanches. Ma mère a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées.
Mais cette fois, il n'y avait plus de performance. Les conséquences se sont déroulées rapidement dans les mois qui ont suivi. Les enquêteurs ont agi vite. Tristan et mon père ont fait face à des accusations passibles de peine de prison, d'amendes substantielles se chiffrant en millions, et de la révocation permanente de leur licence professionnelle. La réputation du groupe Durand dans les cercles parisiens s'est effondrée. Les partenaires se sont retirés, les affaires se sont taries, les invitations ont cessé d'arriver. Ce qui avait été un nom de premier plan dans les affaires locales est devenu synonyme de scandale. J'ai regardé cela de loin, ne faisant plus partie de ce monde. À l'extérieur du palais de justice ce jour-là, le soleil intense semblait différent, purificateur en quelque sorte. Grand-mère Éléonore m'attendait près des marches, ses yeux rouges mais brillants de fierté. J'ai marché droit vers elle et les serré dans la plus longue étreinte que nous ayons jamais partagée. « Merci », ai-je murmuré. « Tu as été la seule à avoir jamais cru en moi quand cela comptait le plus. » Elle m'a serré plus fort. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, ma chérie. Tu leur as prouvé à tous qu'ils avaient tort aujourd'hui. » Nous sommes restés là longtemps, le bruit des journalistes qui partaient s'estompant autour de nous. Plus tard cette semaine-là, j'ai pris ma décision finale. Plus de contact avec mes parents ou Tristan. Pas d'explication, pas de seconde chance. La trahison avait été trop complète, trop calculée. J'ai changé de numéro, mis à jour les protocoles de sécurité au bureau et me suis concentré sur l'avenir. Avec les revenus du contrat de réaménagement des quais de Seine, maintenant entièrement protégé et en cours, j'ai créé la Fondation Durand pour la justice. Il ne s'agissait pas de garder le nom pour la gloire. Il s'agissait de le transformer en quelque chose de significatif. Le fonds offre des bourses d'études à des jeunes issus de situations familiales difficiles, des consultations juridiques gratuites pour ceux qui subissent un traitement injuste à la maison, et un soutien au logement temporaire pour les adolescents qui ont besoin d'un endroit sûr pour se reconstruire. Je voulais aider les enfants qui ont grandi en se sentant comme des étrangers dans leur propre famille, ceux qui étaient rejetés ou défavorisés. Ceux qui avaient besoin que quelqu'un leur dise « vos idées comptent ». Vous pouvez construire votre propre chemin. La cupidité et la jalousie peuvent déchirer même les familles les plus riches de l'intérieur. Je l'ai vu de mes propres yeux, comment la poursuite du contrôle et de la dissimulation a détruit le peu de liens qui restaient. Mais la douleur ne doit pas être la fin. J'ai choisi de prendre la mienne et de la transformer en espoir pour les autres, en leur donnant les outils que j'aurais aimé avoir plus tôt, des ressources, des conseils et une chance de se tenir debout sans regarder en arrière. C'est l'héritage que je bâtis désormais.